Je vais donc vous dire ce que je pense de cet accord. J'ai entendu d'autres parler en termes effectivement d'argent en disant, ben oui, le Rwanda va donner ceci, le Congo a déjà donné cela. Non, ça c'est, je vais dire, la poudre aux yeux. Le Rwanda ne perd rien dans cette affaire. Absolument rien. Le Rwanda n'a rien à craindre dans cette affaire. C'est tout bénéfice pour le Rwanda alors. Preuve, tout à fait. Tout à fait ce que vous dites. Preuve. J'ai l'habitude de ce genre d'accord, monsieur Perrin. Et je sais, puisque c'est toujours des accords potentiellement risqués, tout État prend la précaution de regarder en détail et donc, disons, de prévoir, disons, un article sur le contentieux. Ce qui m'a frappé, par ailleurs, dans la lecture, effectivement, de cet accord, c'est que rien n'est prévu en matière de contentieux. Monsieur Perrin, le monde entier sait que le Congo est dans des problèmes financiers. Le monde entier sait que M. Sassou ne respecte jamais les accords. Et qu'est-ce qui peut justifier que M. Kagame ou le gouvernement rwandais n'ait pas peur du non-respect de cet accord et ne prévoit pas, disons, un dispositif sur le contentieux? Du point de vue, je veux dire, du droit général, on dira, oui, c'est le droit congolais qui s'applique. Mais je répète, dans ce genre d'accord, tout État, toute partie extérieure est très pointilleux sur le risque. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le Rwanda ne s'est pas inquiété de cette question. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda, même si par hasard il aurait mis quelque chose, disons, dans cette affaire, dans cet accord, c'est des broutilles, et que de ce point de vue, il n'a rien à perdre. Autrement dit, et clairement, ça veut dire que le pouvoir, disons, que nous avons en Brazzaville, procède tout simplement à du blanchiment d'argent, c'est-à-dire de l'argent effectivement pillé, et ils veulent là effectivement profiter d'une occasion pour se dire, nous allons effectivement blanchir, disons, le butin financier effectivement de ce que nous avons en investissant. Et ils sont tout simplement allés voir, disons, M. Kagame pour dire, vous n'avez rien à perdre, nous créons effectivement une structure dans laquelle effectivement vous serez partenaire, et bien vous avez tout à gagner. Parce que, il faut le signaler, la théorie juridique de la concession dit ceci. Si pour une raison ou une autre, effectivement, il arrive que la concession prenne fin, on doit financièrement évaluer tout ce qui a été édifié et donner, et donc effectivement dédommager la partie qui est venue effectivement, je veux dire, investir. Autrement dit, toujours dans la caractéristique du régime, parce que nous avons dit, oui, il ne respecte pas le droit, mais c'est également un pouvoir, bon, enfin, je veux dire, tout le monde le dit déjà, c'est un pouvoir kleptocrate. Il y a le pouvoir et l'argent. Et dans tout ce qu'il entreprend, en dehors de l'idée de conservation du pouvoir, il y a effectivement cet élément financier. Donc, même dans cette bêtise-là, même dans cet accord sordide, la donnée financière reste. Et les partisans de M. Sassou Nguesso, sa famille se disent, si demain, effectivement, nous devons partir, ben, il faut qu'on sorte, disons, les moyens de ce pays pour que ça nous revienne. Autrement dit, potentiellement, il fait comprendre, disons à M. Kagame, que si demain, effectivement, on arrête ça, vous avez toutes les raisons de vous ingérer au Congo pour réclamer votre dû. Et puisqu'il aura vidé effectivement les caisses du Congo, parce que c'est comme ça, bon, c'est lié pratiquement, disons, au dictateur africain qui, chaque fois qu'il quitte le pouvoir, il vide le trésor public. Mais bon, M. Sassou Nguesso est expert dans cela. Et ben, naturellement, il se dit, bon, enfin, les autres l'ont déjà dit avant moi, l'argent du Congo ne se retrouve pas effectivement là où il devait être. Donc, une façon vous êtes en train, Félix Bankunda, vous êtes en train de nous dire que les 100 milliards dont on a fait état, que le Rwanda a apporté dans ses investissements, c'est de l'enfumage. Ça n'existe pas. C'est exactement ce que je Et suis que tout cela n'est qu'une stratégie de blanchiment d'argent, comme vous l'avez dit, et que le Rwanda, sinon Paul Kagame, n'est qu'un prête-nom. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous avez tout compris. Si ce n'était pas le cas, M. Kagame, qui a un peu démontré qu'il n'est pas si mauvais gestionnaire que cela pour son pays, aurait pris des précautions parce que le gouvernement congolais, M. Sassou Nguesso, a la réputation d'un très mauvais gestionnaire. Le Congo, qui est donc effectivement l'arène sur laquelle effectivement les deux parties veulent profiter, c'est
un pays qui est dans une situation financière catastrophique. Et il faut expliquer pourquoi M. Kagame ne prend aucune précaution, c'est-à-dire ne prend aucune disposition dans l'accord pour dire en cas de contentieux, voilà ce qui va se faire. Il n'en prévoit pas. Et donc, ça veut dire qu'il n'a rien à perdre, donc, parce qu'il se dit, je n'ai rien investi. C'est une justification tout à fait logique. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, je pourrais également ajouter un élément. Est-ce que ça veut aussi dire que finalement, les 12 000 hectares de terre qu'on a concédés au Rwanda, c'est finalement une activité de Denis Sassou Nguesso, c'est cela? Je reviens donc à ce que j'ai déjà dit, c'est tout à fait cela, et je reviens donc à ce que j'ai déjà dit pour caractériser le régime. M. Sassou Nguesso, certains ont déjà dit, il est dans la dernière ligne droite de son régime à titre personnel. Mais il veut pérenniser effectivement cette situation au-delà de sa propre personne. Et donc, dans cette logique, il se dit, lui, il a conquis son pouvoir dans un contexte qui était relativement aisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait par exemple pas tous les contrepoids, disons, de communication, où voilà, c'était quand même plus aisé, parce que entre M. Perrin, si le contexte dans lequel M. Sassou Nguesso a pris le pouvoir en 97 et qu'il l'a consolidé en 98, avec dans les centaines de milliers de morts, j'ai dit les centaines de milliers de morts, c'est pas moi qui le dis. Oui, on parle de plus de 400 000 morts. Tout à fait, ce n'est pas faux. Parce que si lui-même, je dis bien lui-même, parce qu'il était interviewé au lendemain de la prise du pouvoir, on lui avait posé la question en octobre 1997. Quand on lui a posé la question de savoir, il y a eu combien de morts, et il dit autour de 10 000. Mais dans son esprit, il se dit, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est comme ça tout le monde dictateur. Et en 98, je rappelle que nos compatriotes dans pratiquement toutes les régions sud du pays, en dehors, effectivement, disons du Kwilu, étaient dans les forêts. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas subi, disons, plusieurs morts. Je dis bien qu'il n'y a aucune famille qui est dans le forêt. C'est pour ça que parfois, quand on dit centaines de milliers de morts, les gens en doutent. Non. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Oui. Et donc, dans cet esprit, M. Sassou Nguesso envisage une situation, je vais dire, particulière. Je disais que si c'était effectivement dans le contexte de communication de l'heure, nous aurions eu effectivement des vidéos avec, disons, des cadavres. Mais en 97-98, c'était plus facile pour lui parce qu'effectivement, le contexte n'était pas celui-là où effectivement on ne peut plus cacher l'information. Mais si c'était effectivement ce contexte-là, nous aurions eu des preuves matérielles. Mais ce qui reste à ce moment-là, c'est uniquement des familles pour ceux qui ont le réflexe, effectivement, je vais dire, de noter. Bon, donc, le contexte dans lequel viendra son fils, puisque c'est dans ses intentions, ou je vais dire un de ses proches, parce qu'il veut quand même effectivement assurer ses arrières. Et ce sera plus compliqué. Et donc, il se dit qu'il faut affiner le mode de conservation de pouvoir. Il faut affiner la continuation, disons, la façon dont effectivement son régime va se pérenniser.